Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Trump vient d'être élu 47e président des États-Unis. On va regarder dans cette vidéo quel impact ça va avoir sur votre portefeuille, sur les marchés, sur l'économie. Ça va être très intéressant. Vous allez voir, l'élection, en fait, Trump n'est pas définitivement élu. Il va falloir qu'il se fasse élire d'abord par son collège électoral, donc de grands électeurs, en fin décembre, pardon. Mais globalement, en fait, les grands électeurs, quand vous les élisez, vous savez déjà pour qui ils vont voter. Donc, en fait, on peut plus ou moins tabler sur une victoire définitive de Trump. Trump sera nommé président officiellement donc début janvier. Pour l'instant, on peut quand même faire des analyses, faire des prédictions, voir à quoi s'attendre. Donc Trump a été élu, je vous ai fait quand même quelques notes de ce qui peut se passer et ensuite on va analyser une action PEA à dividende, donc restez bien attentifs. Déjà pour Trump, l'énergie c'est un des dossiers les plus importants pour lui, vous le savez, il n'aime pas le renouvelable, lui il veut du pétrole. Donc il a promis pendant sa campagne de diviser par 2 les factures de l'énergie, et ce dès son dès sa première année de mandat, avec notamment une dérégulation du secteur pétrolier et gazier pour ensuite permettre une hausse de la production nationale. Donc à quoi on peut s'attendre? Forcément, quand vous avez une production en hausse, le prix lui aura tendance à baisser. Donc on peut forcément s'attendre à une baisse du WTI et je vous l'ai mis aussi, le Brent a de fortes chances de baisser aussi, puisque les producteurs de Brent vont probablement s'aligner pour avoir des prix similaire au WTI, avoir la même compétitivité. Et je vous ai mis également 2 graphes de Boursorama. Vous pouvez le voir, en fait, la corrélation entre ici le WTI et à droite le Brent, en fait, elle est quasiment de 100% la corrélation. Donc en fait, il y a quasiment aucune chance que le WTI baisse, mais que le Brent reste au même niveau ou augmente. Donc il y a de fortes chances que ça baisse aussi pour le Brent. Donc je vais vous remettre sur le dossier, pardon. À quoi s'attendre pour les pétrolières? En fait, on a quand même assez peu de visibilité. Il y en a qui vont vous dire que les pétrolières comme Total Energy ou les producteurs de matériaux comme BASF par exemple vont exploser. D'autres, ils vont dire que ça va baisser. En fait, le truc, c'est surtout qu'on a quand même assez peu de visibilité. Moi, je penche plutôt du coup pour une baisse des profits, puisque en fait, quand ils vous disent hausse de la production nationale, en fait, la production nationale, il y a tellement d'inertie et puis c'est à des niveaux qui sont quand même énormes. On parle de plusieurs dizaines de millions de barils de pétrole par jour. En fait, vous pouvez pas faire x2 comme ça en claquant des doigts en se disant ouais, on va faire ça. Donc, si la production augmente, ce sera de quelques pourcents, peut-être 10, 15 dans le grand maximum, mais en général, c'est surtout en pourcentage. Quand par exemple l'OPEP vous annonce passer par exemple de 100 millions à 103 millions par exemple de barils de pétrole par jour, vous avez qu'une augmentation de 3%. Là, ça va être la même chose, vous allez avoir quelques pourcents, vous n'aurez pas du plus 10, du plus 15, ça m'étonnerait franchement. Donc, en fait, il va falloir que le prix compense. Donc, si vous voulez en fait avoir des bénéfices stables, par exemple sur Total Energy, et que le prix va baisser, il va falloir augmenter massivement la production. Donc, voilà, moi je penche plutôt pour une baisse des bénéfices des pétrolières. Ça va aussi profiter par exemple à des boîtes comme AutoZone et globalement à toute l'économie. Forcément, quand vous avez des prix du pétrole plus bas, vous avez de l'énergie qui est plus abordable pour les entreprises et surtout des prix à la pompe carburant qui sont beaucoup plus faibles. Ça facilite les échanges commerciaux, ça facilite les déplacements des individus. Donc globalement, toute l'économie devrait en profiter et notamment comme AutoZone, plus vous avez de gens qui circulent, plus les voitures s'usent et en fait ça drive donc la demande pour les pièces détachées. Donc forcément, moi AutoZone qui est un de mes dossiers préférés, un de mes dossiers les plus importants dans mon compte titre, va fortement profiter de la baisse du pétrole. Donc franchement, je suis très content. Globalement, voilà, donc ce que je vous mettais, l'économie profitera du pétrole moins cher, plus de croissance. Également, il avait annoncé des baisses d'impôts. Donc Bank of America a anticipé 4% de croissance du bénéfice par action du S&P 500. Il y a certains secteurs qui vont plus en profiter que d'autres. Notamment la technologie, le secteur de la consommation discrétionnaire, là où par exemple des segments comme les utilities, les valeurs utilitaires, en profiteront un peu moins. Donc ça va être un énorme driver, surtout à court terme. À long terme, en fait, le taux d'imposition, ça change pas grand chose puisqu'en fait, il change de toute manière en fait entre chaque investiture. Obama, de mémoire, on était à 35%. Avec Trump, on est passé à 21%. Biden a conservé les 21%. Et là, Trump, il va passer à 15. Donc voilà, ça change tout le temps et probablement qu'ensuite, ça augmentera. Donc voilà, énorme driver à court terme. On va avoir une croissance du bénéfice par action. Donc un marché baissier sur le S&P 500. Je pense pas que ce soit pour tout de suite. Je vais pas me lancer dans des prédictions, mais il y a tellement de facteurs qui vont augmenter, faire monter le S&P 500 que
mais je vois pas comment on peut ne pas être haussier. Également, il a dit qu'il mettrait, qu'il appliquerait une série d'allègements fiscaux voilà, ciblés et notamment la suppression de l'impôt portant sur les pourboires. Donc là, en fait, il s'adresse clairement, par exemple, aux classes un peu populaires, voilà, les gens comme nous qui travaillent, par exemple, dans les restaurations avec une augmentation donc des salaires nets. Pour les serveurs, donc ça c'est un bon point pour eux, mais c'est aussi un bon point pour ceux qui investissent dans la restauration aux États-Unis. Je mettais l'exemple de Texas Roadhouse. Pourquoi? Parce que en fait, si vous investissez dans McDonald's, vous savez bien que McDonald's, en fait, vous donnez en France, hein, mais même aux États-Unis, ils donnent pas grand-chose en pourboire. S'ils en donnent, le pourboire aux États-Unis, ça reste une part importante du salaire des serveurs, environ peut-être la moitié, 40-50%. Donc les gens, voilà, ils donnent quand même beaucoup de pourboire. Et Texas Roadhouse, c'est, je vous avais fait une vidéo il y a récemment, c'est voilà un concept c'est des dîners, c'est des restaurants. Donc c'est pas du tout du fast-food, hein, c'est vraiment des restaurants avec une ambiance très chaleureuse. Donc là, les gens donnent quand même pas mal de pourboire. Et donc la suppression de l'impôt sur les pourboires, ça va faire quoi? Ça va diminuer le coût de la masse salariale. Et donc forcément, ça va faire grimper les bénéfices, notamment des entreprises comme Texas Roadhouse. Un peu moins hein, pour tout ce qui va être fast-food, peut-être fast casual, hein, tout ce qui va être Chipotle, McDonald's, Domino's, je pense pas que ça aura beaucoup d'impact, mais voilà, surtout des boîtes comme Texas Roadhouse, donc voilà, c'est vraiment un dossier qui est extrêmement bien positionné pour capitaliser sur la présidence de Trump. Voilà, après ça, je vous partage un avis. Il y en a qui pensent que les small et mid seront bien positionnés grâce aux tarifs douaniers. Trump, vous le savez, c'est quelqu'un qui est très protectionniste mais qui est aussi très business. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, il aime bien mettre des tarifs douaniers dessus pour favoriser plutôt le commerce intérieur. Donc les small et mid pourraient être davantage mis en valeur, mieux positionnés pour en bourse tout simplement grâce à un marché domestique qui devrait être plus intéressant pour ces entreprises-là. Concernant la santé, les prises de parole sont quand même assez aléatoires, assez hasardeuses. Kamala Harris disait en gros vouloir protéger les petites pharmacies. Concernant donc voilà des pratiques abusives des middlemen, donc en gros ce qu'elle appelle plus ou moins les pharmacy benefit management. Soyez bien concentrés, les pharmacy benefit management c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. En gros c'est des entreprises qui vont aller voir des producteurs de médicaments, Pfizer, Sanofi, peu importe, et qui vont négocier en gros avec leur pouvoir de négociation des médicaments moins chers. Donc les pharmacy benefit management vous permettent d'avoir des médicaments moins chers, mais elle veut protéger les petites pharmacies. Petite pharmacie dit faible pouvoir de négociation et donc probablement des médicaments plus chers. Donc elle veut protéger les petites pharmacies qui vendent des médicaments chers face aux pharmacies benefit managers qui vendent des médicaments moins chers. Donc c'est un peu compliqué à comprendre et vous voyez bien qu'ils sont pas encore clairs là-dessus. Trump lui aussi ne s'est pas prononcé. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué cette question de la santé et c'est probablement sur le point de vue économique un des sujets les plus attendus, si ce n'est le plus attendu. Et enfin bon voilà, je vous mettais les cryptos parce que voilà, si je mets cours BTC, USD, voilà, ça a quand même pris en une journée 6%. C'est considéré comme une journée normale dans le marché crypto, mais bon voilà. On voit bien que voilà, à partir de minuit, ça a commencé à bien pump parce que les gens se sont dit bon, mais c'est sûr que c'est Trump qui a passé. Donc voilà, les cryptos elles aussi vont bien performer puisque de toute façon, en fait, Trump c'est le seul homme qui est vu comme pro crypto et c'est lui globalement qui peut assurer un vrai bull run en 2025 si ça se produit en 2025. Hein, je suis pas trop dans ce secteur-là. Donc voilà, qu'attendre de Trump? Dans tous les cas, c'est la meilleure option pour nous les investisseurs. Je dis pas que c'est un mec bien, que peu importe. Hein. Je mets de côté les préférences sociales, peu importe. Mais pour le S&P 500, Trump c'est la meilleure option. Donc moi je suis quand même très content puisque globalement mon portefeuille se porte quand même plutôt bien. UNH, United Health qui représente 20-25% de mon portefeuille prend plus 6% en aftermarket. Visa pareil, elle monte bien. Fortinet qui représente presque 28% de mon portefeuille, plus 2,8. Donc voilà, en fait globalement quand vous regardez en aftermarket, tout est vert, bon sauf celle du Holdings, hein, mais aux US il y a beaucoup d'éléments verts, donc c'est excellent. On va passer à Novo Nordisk. Donc Novo Nordisk qui vient de publier ses résultats. Je vais vous mettre sur les résultats. Voilà. Donc croissance du chiffre d'affaires en hausse de 21% et 23% à taux de change constant, puisqu'en fait elle vend quand même beaucoup aux États-Unis. Donc il y a des dépréciations au niveau des taux de change. Le profit brut, lui, s'améliore. Donc ça c'est intéressant puisque on a des effets d'échelle qui commencent à se créer. Donc
une légère augmentation, enfin une augmentation plus rapide que le chiffre d'affaires, ça c'est excellent. Pareil pour la marge opérationnelle qui augmente encore plus vite que le profit brut. Donc là vraiment vous voyez qu'ils commencent à gagner des économies d'échelle, à augmenter leur marge, donc ça c'est vraiment excellent. On a 26% et 28% en fonction du taux de change de croissance, donc c'est excellent. Et bon voilà, là après vous avez des items financiers, ça c'est pas de la partie opérationnelle, donc ça on regarde pas trop. Mais sinon voilà, le bénéfice net à la fin il augmente de 21%, donc ça c'est excellent. Pourquoi ça augmente moins vite que les bits? Parce qu'on l'a dit, voilà, il y a un taux de change qui est défavorable et il y a aussi un taux d'imposition qui est défavorable. Donc vous avez quand même une croissance de 21% du bénéfice net, c'est quand même excellent. Au niveau des free cash flow, on est en diminution, on a moins 7%. À quoi c'est dû? Tout simplement, il y a des investissements qui sont massifs de Novo Nordisk pour assurer la croissance. On le sait, c'est un marché qui est juste immense. Le diabète, c'est un marché immense, il y a de la place pour plusieurs acteurs et actuellement Novo Nordisk a une part de marché qui est juste gigantesque, donc voilà, ils se doivent d'assurer leur production en investissant massivement, donc il ne faut pas du tout regarder les free cash flow, c'est comme toutes les boîtes dans l'IA qui investissent énormément, là c'est pareil. Les free cash flow, on regardera plus tard quand ils auront fini les investissements massifs dans la croissance. Pour l'instant, pardon, ma lampe s'est éteinte. Pour l'instant, voilà, on va regarder plutôt les bénéfices. Donc, excellent résultat. Hein. Je vous ai pris 2-3 notes. L'IA donc est utilisée pour la découverte de nouveaux médicaments. Alors ça c'est pas nouveau, hein, ils le disent depuis plusieurs trimestres, mais ça va fortement accélérer le pipeline de nouveaux produits. On a une accélération également des médicaments en phase 1 avec un triplement en 2025 face à 2020 des médicaments en phase 1. Donc ça c'est aussi une excellente nouvelle pour les futurs médicaments en vente. On a des acquisitions et des partenariats en tout genre pour accélérer la R&D. Donc vous voyez déjà les trois premiers points, c'est uniquement de la R&D. Donc c'est pour vous dire à quel point ils investissent dans leur croissance future. Le semaglutide qui est également un relais de croissance, un nouveau médicament qui est très très efficace pour la perte de poids. Ils affichent des résultats excellents en phase de test pour la perte de poids. Et enfin, donc, concernant la valorisation, on est à 35 fois les bénéfices sur les $110. Vous le savez, TradingView, ils sont un peu longs pour actualiser les bénéfices. Donc, concernant, voilà, si on se met sur une échelle de 1 an, pardon, je ne suis pas du tout sur le bon dossier, excusez-moi. Voilà, si on se met sur Novo Nordisk, le cours est plus ou moins proche de celui du pré-market sur les $110. Donc, ça nous ferait 35 fois les bénéfices de valorisation. Donc, vous le voyez, si on se met sur les 35, avec 35 fois les bénéfices, on est en dessous de ce qu'on a pu voir depuis quasiment 2 ans en termes de valorisation. Donc en gros, on revient au niveau de décembre 2022. Donc c'est quand même énorme. On a en fait quasiment effacé tous les gains d'expansion de multiples qui ont été réalisés au cours des 2 dernières années. Donc rien que d'un point de vue de la valorisation historique, on a une belle marge de sécurité. Alors je pense pas que voilà une entreprise comme Novo Nordisk se vaille d'être valorisée 45-50 fois les bénéfices. Personnellement, bon, j'en ai quand même pris sur les 42 fois les bénéfices parce que j'ai un peu FOMO, voilà, je vous le cache pas. J'ai eu peur de rater le train, donc j'en ai investi, mais voilà, ça représente quoi, 1-2% de mon portefeuille, pas plus. Donc voilà, 35 fois les bénéfices, on a quand même une belle marge de sécurité sur une diminution potentielle des multiples de valorisation. Donc 35 fois, c'est quand même très correct. Et puis surtout, en fait, si on regarde à quoi s'attendent les analystes au niveau du bénéfice par action, s'attendent à au moins 20% de croissance jusqu'en 2026. Donc c'est vraiment énorme. Quand vous payez 35 fois les bénéfices et que vous avez 20% de croissance, c'est immense. Ça vous fait en gros un prix de... Vous payez 1,75 fois la croissance annuelle en termes de bénéfices. Donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, en fait, le seul souci, c'est combien est-ce qu'il y aura de concurrents durant les prochaines années? En fait, on a quand même une visibilité à court terme puisqu'il y a énormément de régulation, de phases de test avant qu'un médicament soit commercialisé. Et voilà, il y a vraiment énormément de processus. Donc, on sait que globalement, voilà, sur les 3, 6, 12 prochains mois, il y aura une concurrence qui est très limitée. Il y aura peut-être Roche qui va vendre des produits, mais on n'aura pas beaucoup d'autres acteurs. Par contre, voilà, dans 2-3 ans, est-ce qu'on aura peut-être AstraZeneca, Pfizer qui vont vendre eux aussi leur solution d'amaigrissement? On ne sait pas. Donc voilà, c'est surtout ça le risque. Et aussi, le deuxième risque, c'est est-ce que l'administration Trump va vraiment vouloir limiter les coûts en mettant déjà des barrières à l'importation, puisque Novo Nordisk est une entreprise danoise. Est-ce qu'ils vont mettre des barrières à l'importation? Et deuxièmement, est-ce qu'ils vont vouloir imposer à Novo Nordisk des réductions de prix supplémentaires à ce qu'elle envisageait? Donc voilà, ça va être les 2 points à surveiller. Mais franchement, sur les $110, si vous voulez construire en ligne, moi je trouve que c'est quand même très cohérent comme prix. Encore une fois, ne rentrez pas en une seule fois sur le titre puisque
Il va y avoir énormément de volatilité, on est au tout début d'une administration, en fait même l'administration Trump n'a même pas commencé puisqu'il n'est pas encore élu définitivement président des États-Unis. Donc voilà, vous savez que jusqu'en janvier on aura encore de la spéculation, il va encore y avoir des propos sur la santé. Donc voilà, je vous conseille quand même d'être vigilant sur le dossier Novo Nordisk, même si c'est une formidable entreprise sur le long terme. C'était tout pour cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!